Je suis ici en tant que représentant d'un domaine appelé la science du vieillissement, la science de la longévité. Certaines personnes l'appellent l'anti-vieillissement. Nous n'utilisons pas ce terme en science. Ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années n'est rien de moins que révolutionnaire. Et heureusement que je viens de la Harvard Medical School, sinon vous auriez beaucoup de mal à croire ce que je vais vous dire ce soir. J'ai déjà dit que la première personne à vivre jusqu'à 150 ans est déjà née. J'ai dit cela il y a environ 5 ans. Et au cours des 5 dernières années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit depuis, ce qui me fait penser que ce ne sera pas seulement jusqu'à 150 ans. Qui sait ? Et cela n'est pas seulement pour quelqu'un qui est né aujourd'hui et qui vivra certainement jusqu'au 22e siècle, où nous pouvons à peine imaginer les technologies qu'ils auront. Même dans 10 ans, nous pouvons à peine les imaginer. Mais ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 60, comme moi, et dans les années 70 et 80, et même pour ceux qui ont maintenant la vingtaine, nous allons bénéficier de cette avancée majeure dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est aussi une question personnelle. Il ne s'agit pas seulement de technologie. Dans ma famille, j'ai été élevée principalement par ma grand-mère. Ma grand-mère a fui l'Europe dans les années 1950 après avoir vécu en tant que jeune fille la Seconde Guerre mondiale. Elle était originaire de Hongrie. C'était une période brutale et elle a fui en Australie et je suis arrivée au MIT dans ma vingtaine. Mais elle m'a élevée dans l'idée que les humains peuvent faire mieux que ce qu'ils ont fait au XXe siècle. Elle a dit que c'est en partie mon rôle de montrer que l'humanité peut faire mieux que ce qu'elle a fait. Et c'est ce qui me pousse à me lever chaque jour, et mon objectif depuis que j'ai 4 ans est d'essayer de laisser derrière moi un monde meilleur. À l'adolescence, à la fin de l'adolescence, au collège, j'ai pensé qu'il y a cette chose qui arrive à tout le monde, qui s'appelle le vieillissement, et qui est à l'origine de 90% de toutes les maladies et souffrances dans le monde. Mais personne ne semble s'en soucier. Vous allez chez votre médecin et il vous dit « Oui, c'est normal, vous êtes vieux, vous devriez être malade ». Et je dis « Non, ce n'est pas vrai. À tout âge, nous devrions appliquer la même technologie, le même effort pour que les gens vivent le plus longtemps possible. » Nous nous sommes battus contre le cancer, nous avons lutté contre les maladies cardiaques, nous nous battons contre la maladie d'Alzheimer. Qu'en est-il du vieillissement ? Je refuse de croire que, simplement parce que c'est naturel et courant, nous devrions le considérer comme quelque chose de différent d'une maladie. À mon avis, je considère que le vieillissement est une affaire médicale. Vous voyez donc derrière moi une image de mon père, qui est le fils de ma grand-mère qui m'a élevé. Ma grand-mère a vécu une vie très différente de celle de mon père. Ma grand-mère fumait, buvait et faisait à peu près tout ce qui n'allait pas ralentir le processus de vieillissement. Elle est morte comme beaucoup de gens qui ont vécu au XXe siècle dans un état de faiblesse, de démence et de déclin lent, ce qui a été très douloureux pour elle et certainement douloureux à voir pour nous en tant que famille. Mon père, quant à lui, a vu la science émerger dans ce domaine et a fait les bonnes choses dont nous parlerons plus tard. Donc à 82 ans, il a commencé une nouvelle carrière, il est épanoui et il est enthousiaste de vivre les 20 prochaines années de sa vie, si ce n'est plus. C'est ce que je veux pour tout le monde. Nous pouvons tous le faire si nous connaissons les choses et si nous ne prêtons pas attention à 99% de ce qui circule sur Internet, parce que c'est faux. En parlant d'erreur, nous avons une nouvelle théorie du vieillissement. Nous avons l'habitude de penser que les antioxydants sont le remède au vieillissement. Et si vous allez au supermarché, vous trouverez encore beaucoup de ces conneries. Ce n'est pas vrai. Les antioxydants n'ont vraiment pas réussi à allonger la durée de vie de quoi que ce soit. Ça ne marche pas aussi bien qu'ils le disent. La raison en est qu'il y a beaucoup plus de dommages causés aux radicaux libres. Ce que nous devons faire, c'est exploiter les défenses naturelles de notre corps contre le vieillissement. Nous avons 3 ensembles principaux de défense. L'un s'appelle mTOR, il répond aux jeunes. Un autre appelé AMPK, il répond à la baisse d'énergie et au manque de sucre. Vous devez garder votre taux de sucre dans le sang aussi bas que possible, sans vous évanouir évidemment, et le groupe de gènes sur lequel je travaille s'appelle les sirtuines. Et ils répondent à toutes les choses que nous faisons dans l'adversité, à l'exercice, aux jeûnes. Et ce groupe de gènes et ces protéines que les gènes fabriquent perçoivent l'environnement. Quand les temps semblent durs, et qu'ils pourraient nous menacer. Ils se battent davantage pour que notre corps reste en sécurité, protégé, en meilleure santé et plus longtemps, même à un âge avancé. Ce que font ces sirtuines, c'est contrôler cette structure ici.
Ils font beaucoup de choses, devrais-je dire, mais la principale chose qu'ils font pour nous faire vivre plus longtemps est de contrôler ce que nous appelons l'épigénome. Si vous n'avez pas entendu parler de l'épigénome, pensez-y de la manière suivante. Nous avons l'ADN, je vous le montre sous la forme d'un brin bleu. C'est une information numérique, ATCG. Il y a 4 bases. Ce n'est pas une base de 2 ou binaire. L'épigénome n'est pas numérique, c'est surtout analogique. Quiconque est assez vieux pour avoir eu un appareil analogique, que ce soit un magnétophone ou un lecteur de disque ou un disque, ces choses peuvent être facilement endommagées, ils peuvent être rayés. Et c'est très peu fiable, très mauvais pour copier l'information. C'est vrai pour l'épigénome aussi. La copie des informations épigénétiques ne fonctionne pas si bien que ça. Qu'est-ce que l'épigénome ? Ce sont les structures qui enveloppent l'ADN et disent que ce gène A devrait être activé dans une cellule du cerveau, mais désactivé dans une cellule du foie, et que ce gène B devrait être désactivé dans une cellule de la peau, mais activé dans un rein. C'est cela l'épigénome. Et en grande partie, c'est dû aux structures tridimensionnelles du pliage de l'ADN. Ces sirtuines, qui nous défendent, sont appelés régulateurs silencieux de l'information. Et 2 est le chiffre 2 du premier gène de la levure dont on a montré qu'il prolongeait la durée de vie. Mais voici donc l'analogie. L'ADN est l'information numérique sur un disque compact. Ceux d'entre nous qui sont assez âgés savent ce que c'est. C'est ce sur quoi on stockait 20 chansons. C'est une technologie formidable, c'est votre génome, l'information numérique. L'épigénome est le lecteur qui peut lire différentes chansons en fonction des différentes parties du corps et des différents types de cellules. Mais ce que je pense être la cause du vieillissement, c'est lorsque les chansons sautent, les ratés du lecteur. Et qu'est-ce que c'est qui fait sauter les chansons ? Eh bien, ce sont les rayures du disque. Ainsi, le vieillissement est essentiellement constitué de rayures sur un disque compact qui font sauter la musique. Et finalement, les cellules, en lisant les mauvais gènes, en sautant certains gènes, perdent leur capacité à lutter contre la maladie. Elles perdent leur fonction. Nous avons la démence, les maladies cardiaques, le cancer, la fragilité, et ceci est le vieillissement. Donc, avec cette nouvelle théorie de ce que j'appelle la théorie de l'information du vieillissement, nous pouvons peut-être tester cela pour vérifier si les changements épigénétiques causent le vieillissement. Et si c'est vrai, est-il possible de réinitialiser ces structures pour qu'elles redeviennent jeunes ? Existe-t-il une copie de sauvegarde de l'épigénome ? En d'autres termes, peut-on repolir ce CD et retrouver la musique originale de notre jeunesse ? Avant de continuer, je veux souligner que dans cette structure, il y a quelque chose de vraiment important. Ce ne sont pas seulement les protéines qui enveloppent l'ADN, mais les modifications qui sont sur l'ADN lui-même, des ajouts chimiques appelés méthyles. Les méthyles sont constitués de carbone et d'hydrogène. Ils sont très simples et les cellules les ajoutent pendant que nous nous développons dans l'utérus pour dire, eh bien, cette cellule qui vient des cellules souches devra être un neurone pendant 80, 90, 100 ans dans le cerveau. Et celle-ci devra être une cellule de la peau. Ces marques appelées méthyles dictent la production de 26 milliards de cellules dont beaucoup ont des fonctions différentes dans le corps, même si elles ont le même ensemble d'instructions codées dans l'ADN. Qu'est-ce qui a été découvert depuis 2013 ? Stefan Horvat et ses collègues ont découvert qu'en lisant les changements au fil du temps de ces marques de méthylation sur l'ADN, qui sont attachées à la lettre C dans l'ADN et non au A, T ou G, permettent d'estimer l'âge biologique de quelqu'un. Nous vieillissons tous à cause des mêmes mécanismes. Il y a un processus qui se produit très rapidement, de la conception jusqu'à notre naissance, puis qui ralentit et qui est ensuite linéaire tout au long de notre vie. Nous pouvons mesurer cette horloge. Je peux prendre votre sang, je peux prendre votre peau, n'importe quelle partie de votre corps et la passer dans ce qu'on appelle un séquenceur d'ADN. Mesurer la méthylation. Il y en a des milliers. En mettant cela dans un algorithme dérivé de la technologie d'apprentissage automatique, je peux vous dire votre âge réel, pas votre âge chronologique. Je veux dire, les anniversaires, on s'en fiche. C'est une bonne blague. Ce n'est pas votre âge réel. Ce qui est votre âge réel, c'est ce qui concerne les changements de l'épigénome qui déterminent la façon dont vous êtes vraiment vieux. Donc la question est, si on modifie l'épigénome, si on raye le CD, et si j'ai raison sur la théorie de l'information du vieillissement, qu'est-ce qu'on obtient ? Nous aurons un vieillissement accéléré. C'est une souris qui sert de contrôleur dans mon laboratoire. On a modifié cette souris sur tous les plans, sauf les rayures du CD. En même temps, nous avons pris un frère et une sœur nés au même moment. Et nous avons, pendant 3 semaines, accéléré les rayures sur le CD. Nous avons perturbé son épigénome. Les cellules ont commencé à perdre leur identité. La souris ne l'a pas senti, c'est comme un rayon X, vous ne le sentez pas. Mais ce qui s'est passé 10 mois plus tard, c'est qu'on avait une vieille souris. Ce n'est pas seulement une souris qui paraît vieille, cette souris est littéralement 50% plus âgée que sa sœur, même si elle est génétiquement identique. Ce sont des jumelles nées en même temps. L'une est
vieille et l'autre pas. Nous pouvons faire avancer le vieillissement aussi vite que nous le voulons. Alors la question est, si vous pouvez créer quelque chose, vous pouvez le supprimer? Et si ceci est juste, eh bien la réponse est affirmative. Nous avons découvert que ces sirtuines peuvent se défendre contre le vieillissement, mais elles peuvent aussi inverser l'apparence si nous les activons en leur donnant des molécules du monde végétal que les plantes produisent. Lorsqu'elles veulent ralentir leur processus de vieillissement et survivre, nous appelons cela les xénohormétiques. Nous avons des médicaments qui sont en cours de développement, nous en avons d'autres qui vont arriver et nous en avons un en particulier qui est intéressant et qui s'appelle un booster NAD. Le NAD est un carburant pour les sirtuines, alors que le resveratrol est la pédale d'accélérateur. Alors en donnant le carburant à ces souris, je vais vous montrer ce qui se passe. Une de ces souris a été mise sur la molécule activant les sirtuines appelée NMN, nicotinamide mononucléotide. J'espère que vous pourrez deviner laquelle de ces souris a été rajeunie à partir d'un état ancien. Ce sont de très vieilles souris. Elles ont presque 2 ans et une seule d'entre elles a bu du NMN dans l'eau. Si vous choisissez la souris de droite, vous avez tort. C'est la souris de gauche, évidemment. Nous avons publié dans la revue Cell, en 2018, qu'il est possible de rajeunir le système cardiovasculaire des souris et de le rendre plus jeune grâce aux sirtuines. Nous savons que cela fonctionne grâce aux sirtuines parce que si nous supprimons ces gènes, nous n'obtenons pas cet effet sur ces souris ici. Mais ce n'était que le début. Là, c'est en 2018, et nous sommes maintenant dans un monde où notre technologie rend cela dérisoire en comparaison. Nous avons maintenant la capacité de réinitialiser l'âge d'un animal entier, ce qui nous mènera un jour à pouvoir réinitialiser l'âge entier de nos corps. Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous nous sommes appuyés sur les travaux d'un scientifique, Shinya Yamanaka, qui a emporté le prix Nobel en 2016 pour avoir découvert un ensemble de gènes embryonnaires capables de prendre une cellule adulte, une cellule de peau, de n'importe lequel d'entre nous, et de la transformer en une cellule souche pluripotente qui pourrait être transformée en n'importe quel autre type de tissu. Nous pouvons le faire en laboratoire. Les étudiants peuvent le faire en introduisant les 6 gènes de Yamanaka. Nous avons découvert que si vous mettez un sous-ensemble de 3 d'entre eux, nous pouvons faire reculer l'âge du corps d'une souris, mais pas au point de devenir une cellule souche. Cette découverte a été publiée en décembre 2020. Elle a fait la une du magazine Nature. Voici l'une des données de cet article. Nous avons fait 3 choses. La première était d'endommager le nerf optique d'une souris. Vous pouvez voir sur l'image du haut que le nerf écrasé est en train de mourir. Cette tache orange devrait s'étendre jusqu'au cerveau sur la gauche. Mais dans l'œil reprogrammé, où nous avons injecté ces 3 gènes et les avons activés pendant 3 semaines, nous avons pu faire repousser ces neurones. Nous avons mesuré ces neurones, ils avaient littéralement la moitié de l'âge qu'ils avaient 3 semaines auparavant. Et les jeunes nerfs, comme vous le savez peut-être, repoussent. Les nerfs adultes ne le font pas. C'est donc la première indication que nous étions sur la bonne voie. Nous avons également pu voir que ces structures de l'épigénome, ces rayures sur le CD, eh bien, elles ont disparu. Nous pouvons également cultiver des tissus humains en laboratoire. Nous ne savons pas encore si cela fonctionne chez l'homme, mais nous pouvons le modéliser dans un incubateur. Ce sont des cellules souches pluripotentes humaines qui ont été transformées en mini-cerveaux. À gauche de cette image, vous pouvez voir que ce sont de petits organoïdes. Ils sont assez similaires au cerveau humain. Ils ont une activité électrique. Et à droite, ce sont les électrodes sur lesquelles nous plaçons les cerveaux. Nous pouvons les mesurer. Nous pensons qu'ils rêvent, qu'ils ont des pensées. Et nous pouvons aussi les vieillir en utilisant notre technologie de perturbation de l'épigénome. Nous avons montré que si vous réinitialisez l'âge de ces petits cerveaux, ils retrouvent leur capacité à penser. L'activité électrique revient. Cela signifie-t-il qu'un jour, si nous inversons l'âge du cerveau, vous retrouverez votre mémoire? C'est possible. Nous l'avons fait chez des souris âgées. Nous pouvons rajeunir leur cerveau, ramener leur cerveau à la moitié de leur âge. Et elles retrouvent leur capacité d'apprendre. On peut donc se dire que ça a l'air génial, mais combien de temps faudra-t-il attendre avant de pouvoir le faire? J'espère que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Aussi important que le fait qu'un jour nous ayons pu voler dans les airs. Le 22e siècle sera celui de la biologie et de la capacité à contrôler votre âge et le taux de vieillissement et à ralentir non seulement le vieillissement du corps et du cœur, mais même le vieillissement du cerveau. Avec ces outils et les outils d'inversion de l'âge qui viennent juste d'arriver, cela va radicalement changer l'arc de nos vies d'une manière que nous pouvons à peine imaginer.
Et lorsque nous pouvons réinitialiser notre âge de quelques années, ce qui vient d'être publié par Greg Failly et ses collègues, si nous le faisons chaque année, même en reculant votre âge d'1 an chaque année, que se passe-t-il? Les choses deviennent alors vraiment intéressantes. C'est le monde pour lequel nous devons rester en vie pour être en mesure de le voir. Si nous faisons toutes les bonnes choses, nous en serons les témoins. Merci beaucoup.